Dans l'épisode du jour, je te parle des sentiments d'un dépressif. Oui, un partenaire en dépression peut avoir des sentiments amoureux, mais la difficulté est que la dépression, elle massacre un petit peu tout. Comment réussir à garder un couple stable? Comment réussir à ne pas sombrer face aux dingueries que ton partenaire peut te partager? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans l'épisode du jour. Hey, bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Raconte-moi ta dépression. C'est le podcast dont vous avez besoin pour gérer au mieux la vôtre et celle de votre proche. Moi, c'est Manuela et je suis coach pour dépressifs et pour proches de dépressifs. Après dépression, rechute et tout ce qui va avec, j'ai décidé de faire en sorte de pouvoir apporter aux personnes qui en souffrent directement ou indirectement je dis bien tous les conseils que j'aurais aimé avoir pour mieux gérer la mienne. D'ailleurs, n'écoute surtout pas la voix de la dépression et ne pense même pas un seul instant que tu ne puisses pas t'en sortir. Vois cet épisode comme une conversation chaleureuse avec une amie qui n'a qu'une seule envie, t'aider face à ta dépression. Tu es perdu, tu ne sais plus comment faire, la dépression de ton proche commence à te dépasser, et bien toi aussi, tu es au bon endroit. Je te proposerai, cher proche, des conseils concrets pour l'entourage des dépressifs afin d'être une aide réelle et non une aide destructrice. Chaque mercredi pour les proches des dépressifs et chaque vendredi pour les dépressifs, ici, je te partage tous les conseils dont tu as besoin pour retrouver joie, motivation et savoir-faire. Alors, tu t'installes confortablement, tu prends une petite boisson chaude et un plaid, ou alors tu augmentes le son dans ta voiture et c'est parti! Bienvenue à toi, cher proche, dans l'épisode du jour. Dis-moi, cher proche, qu'est-ce qui se passe en ce moment avec ton partenaire? Est-ce que tu as l'impression que ta moitié ne t'apporte plus autant d'attention? Est-ce que tu as l'impression que ton partenaire, malheureusement, met de plus en plus de distance par rapport à toi? Il refuse les câlins, refuse les gestes d'affection, n'a pas forcément de douceur envers toi. Il a même ou elle a même l'air d'être bien mieux avec les autres. Alors tu te poses la question, peut-être que tu as même très très peur de te la poser. Est-ce que mon partenaire en dépression m'aime toujours? Cette question, elle est entièrement normale et elle est entièrement légitime. Sache que tu n'es pas le seul ou la seule à vivre cette difficulté. Nous le savons très bien que de base, la dépression est une maladie qui va venir tout simplement apporter beaucoup de difficultés au couple. La dépression, elle éteint absolument tout, la joie, l'envie, le désir et même l'amour, ou du moins sa perception. Et c'est pas forcément toujours facile de vivre cette confusion. Quand on n'est pas forcément toujours prêt à la dépression, on peut avoir tendance très rapidement de dire c'est fini, on s'arrête. À cause de quoi? D'un acquis un peu particulier de la société. Celui où grand-mère Ginette a réussi pendant 70 ans à rester collée à Papy Bertrand qui était pourtant un parfait enfoiré. Et ce qui est assez particulier dans cette situation, c'est que on se retrouve en fait malheureusement avec cet acquis. Si je ne suis pas heureux en couple, je pars. Si je n'ai plus de sentiments, je m'en vais. Et donc, du coup, quand on est avec une relation avec quelqu'un, depuis peut-être 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 10 mois, 2 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 25 ans, et que la relation s'arrête, ça pique, ça fait mal, c'est douloureux, et c'est loin d'être facile. Et c'est pas forcément évident parce qu'on se retrouve face à quelqu'un qui a un changement de comportement. Alors on lui explique, on lui dit c'est la dépression. Mais on a en face de nous quelqu'un qui n'est pas forcément toujours réceptif au mot dépression. On sait très bien que la société, elle a une vision très particulière de la maladie. Mais bon, Manuela ne va pas toutes les semaines dire ce qu'elle pense au fond de son cœur sur la santé mentale dans notre société. Mais bon, bref, tu as bien compris, c'est une situation qui est tout sauf simple, tout sauf facile. Et puis en plus, quelquefois, on se retrouve avec un couple qui est vraiment au bord de la rupture et que la dépression vient encore plus rajouter de pression, rajouter de difficultés et malheureusement, elle peut aussi apporter de la difficulté dans le couple. Comment gérer ce genre de situation? Personnellement, j'ai vécu cette confusion, cette difficulté que j'avais par rapport à mon partenaire. En fait, il y a un point qui est important, c'est que
quand avec mon conjoint, je me suis réveillée un matin et que je me suis rendu compte que je l'aimais plus, il y avait beaucoup de choses, qui rentraient en ligne de compte. Aussi bien, j'avais certaines déceptions par rapport à notre couple. Ensuite, j'étais aussi en dépression et forcément, j'étais un peu persuadée de ne plus aimer mon partenaire. À ce moment-là, je ne sais pas que la dépression peut amener de l'apathie, de l'anédonie, l'incapacité à ressentir des émotions. Et je me disais: «Bon, voilà, on se fait à peine de se marier, ça peut pas être la fin». Mais je ne ressentais absolument plus rien. Mais d'une certaine manière, je me suis très vite rendu compte aussi, en parlant avec d'autres personnes, que je ne ressentais plus rien ni pour lui, ni pour moi et ni pour personne. Ce qui fait qu'il était important pour moi de distinguer vraiment la situation suivante. Est-ce qu'aujourd'hui ma perte de sentiment était liée à tout simplement une crise de couple, à l'usure d'une relation, ou tout simplement due à une crise liée à la dépression? Personnellement, moi, ça a été un petit peu les deux. C'est un peu bizarre parce qu'on était un super jeune couple, hein, mais j'avais des attentes qui n'étaient pas, à mon sens, j'ai le mot anglais fulfill. Des fois, je comprends pas. Combler, merci. Des fois, je me mets à parler anglais, les gars, je comprends pas. Donc, mes attentes n'étaient pas forcément comblées sur certains points. Alors, ça pouvait paraître très puéril, ça pouvait même paraître pas forcément très particulier, mais c'était lié à mon histoire, au fait que, voilà, moi, mes parents sont un couple un petit peu atypique, avec une culture complètement différente de ce que moi j'apprenais quand je vivais. Mes parents sont africains et moi, j'ai grandi en France. Et il y avait des difficultés dans mon couple. Et en fait, on a aussi bien réglé avec mon partenaire les difficultés que aussi bien ma dépression. Et c'est ça qui a réussi en fait à faire en sorte que la relation puisse fonctionner. Alors, dans l'épisode de podcast suivant, on va parler d'une situation importante. On a souvent tendance à croire que si le partenaire n'aime plus, c'est que uniquement et seulement à cause de la dépression. C'est rarement le cas. Quand le dépressif n'aime plus et que pour lui c'est juste lié à un sentiment de dépression, il sera capable en fait de ne pas avoir peur de sa perte de sentiment. Ça, je le sais parce que depuis 2020, j'accompagne de nombreux dépressifs. Et il n'y a pas que de l'accompagnement. Il y a ceux que j'ai par newsletter, en abonnement, etc. Et je parle à de nombreuses personnes. Et en fait, chaque personne, en fait, a son propre, a son histoire. Et de nombreuses personnes qui me disent: «Ah ouais, moi, Manu, j'ai perdu mes sentiments, mais je savais bien que j'aimais mon conjoint, donc il n'y avait pas de souci». Quand c'est un problème, c'est qu'il y a souvent d'autres petits problèmes sous-jacents. Alors l'épisode d'aujourd'hui, il est pour toi. Quand on a un partenaire qui nous sort «je ne t'aime plus», comment bien réagir? Comment comprendre ce qui se passe? Et comment régler le problème? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans l'épisode du jour. C'est quelque chose que je fais beaucoup en accompagnement, mais je me suis dit que c'était quand même sympa de te partager les grandes lignes que tu peux faire aussi de ton côté si tu souhaites aussi sauver ton couple. Oui, je sais que j'aime beaucoup partager des informations. Pour moi, c'est des informations d'utilité publique, alors autant te les partager. On va rentrer dans le vif du sujet et on va répondre à la première question: pourquoi la dépression change le comportement amoureux? Alors, c'est vrai que quand on est en couple, on s'attend à un minimum d'attention et d'amour, n'est-ce pas? Pourtant, quand la dépression arrive, ce lien change et on se sent très vite mis de côté. En fait, d'une certaine manière, le partenaire en dépression se retrouve avec le bouleversement de la dépression. C'est une maladie qui va apporter une perte de motivation, un côté coupé de ses émotions et une perception de l'amour complètement biaisée par ce qu'on appelle l'apathie. L'apathie, c'est le manque d'envie et le manque de motivation pour faire des choses, et l'anédonie qui est l'incapacité à ressentir du plaisir dans des activités classiques du quotidien. Alors oui, on peut se retrouver avec cette apathie et cette anédonie qui peuvent tout simplement amener une relation complètement différente face au dépressif. Et puis, il y a un autre point qui est aussi intéressant par rapport à la dépression, c'est que le dépressif est négatif, mais méga, et je peux même rajouter un méga négatif. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que le dépressif va puiser sa négativité dans sa vie, dans son quotidien et dans tout ce qui se passe autour de lui. C'est cette petite vision de voir le verre à moitié vide et pas forcément à moitié plein. Ce qui est assez intéressant dans ce genre d'histoire, j'aime bien prendre un peu cet exemple du verre à moitié vide et à moitié plein en thérapie, parce que ce que j'aime dire, c'est qu'en fait, le verre, c'est vrai, il est à moitié. Et donc, en fonction de ce qu'on a vraiment en face de nous, on va pouvoir être soit positif, soit négatif.
Et souvent, ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, le dépressif va refaire le fil de sa vie avec le filtre de la dépression. C'est exactement ce qui m'est arrivé quand moi, je me suis retrouvée dans la situation de perdre mes sentiments. Parce qu'en fait, la négativité, elle a ses sources. Elle a ses sources dans plein de choses, dans notre quotidien, nos choix de vie, nos décisions, etc. Et c'est un peu pareil dans le couple. La dépression, elle va avoir un impact dans la relation parce qu'elle va mettre en évidence ce qui n'est pas forcément sympa. Tu sais, la partie émergée de l'iceberg. Vos problèmes de communication, les conflits répétés non résolus, le fait d'avoir une relation qui a commencé très très vite et très très haut en termes d'émotions, le fait d'avoir un conjoint peut-être évitant face à un anxieux, le manque de soutien émotionnel, le manque de compromis, le sentiment d'étouffement, problème d'intimité, on a quoi d'autre? On a la rancune, on a le manque d'engagement, etc. La différence de valeur, de priorité. Toutes ces choses-là, eh bien, elles vont tout simplement mettre en évidence les problématiques de la relation, car le dépressif aura tendance à mettre en évidence ce qui ne va pas. Et c'est souvent ça qui est déroutant. Parce que quand on voit notre partenaire qui nous dit je t'aime plus, on lui dit mais non, mais c'est pas vrai, il va nous trouver un pléthore d'arguments qu'on peut trouver nuls, que l'on peut trouver zéro, qu'on peut trouver pas intéressant. Mais mon ami, ce sont ces informations qui sont là, qui sont importantes. Le verre n'est pas ni à moitié vide ni à moitié plein, il est rempli à moitié. Et ça, c'est une réalité en fait. Il est rempli à moitié. Donc, il y a des choses que le dépressif voit qui sont liées à de la réalité. Avec le filtre de la dépression, c'est bien plus grossissant, c'est vrai, mais elles sont là. Et c'est là où c'est super intéressant. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris personnellement. Quand je me suis retrouvée face à mon conjoint, on venait à peine de se marier, et que du coup, bah moi, je vois que tout est un bazar. Il a beau m'expliquer qu'on est le couple le plus heureux du monde, j'ai l'impression qu'il minimise ce que je dis, qu'il n'écoute pas ce que je suis en train de dire. Mais si, t'es en dépression. Manuela de My Daily Pression, elle a dit que t'étais en dépression. Mais si, en fait, je suis en train de te dire que je trouve que tu m'écoutes pas. Mais si, t'es en dépression. Voilà. En fait, c'est souvent ça que moi, je vois dans les couples que j'accompagne ou dans les personnes qui viennent me voir en accompagnement. C'est qu'en fait, on se focalise beaucoup sur la dépression, mais c'est bien de se focaliser sur le fait qu'elle prend aussi racine dans la réalité de votre couple. Ainsi, tout ce que ton partenaire te dit, c'est intéressant de l'écouter. Peut-être que pour nous, c'est peut-être pas quelque chose que l'on va qualifier de bah voilà, et ça, c'est pas forcément ce qu'on pourrait dire, on va pas arrêter la relation pour ça. En revanche, le dépressif, lui, peut-être qu'il pourra le faire. En fait, l'amour ne disparaît pas juste parce que on a une dépression. L'amour, elle disparaît parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont peut-être été mises sous la table, parce qu'il y a des petits conflits qu'on n'a pas traités, parce qu'on a un couple anxieux évitant, par exemple. Et justement, quand on a ce genre de dynamique de couple, ça vient beaucoup nous embêter. Prenons le cas du couple anxieux évitant. Alors, si tu écoutes l'épisode de podcast pour la première fois, je parle souvent de ce qu'on appelle l'attachement insécure, anxieux, évitant. En fait, l'attachement, ça vient de ce qu'on appelle la loi de l'attachement, qui explique que dans notre enfance, nos parents, ceux qui vont prendre soin de nous, vont répondre à nos besoins émotionnels. Et de la manière dont ils vont répondre à nos besoins émotionnels, nous aurons notre manière de fonctionner en tant que couple dans notre avenir. C'est assez intéressant de savoir que c'est dans la petite enfance que à peu près une grosse partie se joue. Alors ça va se faire sur vraiment toute la construction, mais souvent la petite enfance est très intéressante. Ainsi, un enfant humain, par exemple, il n'a pas la capacité de répondre à ses propres besoins. Un bébé, quand il sort, il est pas en mode ouais maman, tu peux me passer un peu de lait, j'ai faim. Non, il est en mode nya, j'ai faim. Voilà, c'est tout. Enfin, il y a pas le j'ai faim, c'est nya, point final. Et un parent, une maman, un papa se doit en fait de comprendre l'enfant. Ça c'est le pleur parce qu'il a faim, ça c'est le pleur parce qu'il a pas assez à manger, ça c'est le pleur pour la couche, ça c'est un pleur que je connais pas. Le parent se doit de répondre aux besoins émotionnels de l'enfant, qui ne peut répondre que par cela. Et en fait, la manière dont le parent va répondre aux besoins de l'enfant, on va avoir ce qu'on appelle un style d'attachement. Si le parent répond à tous nos besoins, attachement sécure. Si c'est dans le cas contraire, c'est attachement insécure. Anxieux, c'est quand un parent est surprotecteur. Évitant, c'est quand le parent ne répond pas aux besoins de l'enfant. Et donc, du coup, c'est une personne qui va avoir besoin d'avoir de la distance dans sa relation de couple. Et peut-être que tu as un attachement dit insécure, anxieux, ou tu as besoin peut-être dans la relation d'être rassuré. Ainsi, par exemple, le fait d'avoir cette dynamique de couple anxieux évitant n'est peut-être pas forcément toujours visible
avant la dépression. En fait, on a souvent tendance à croire qu'une personne qui va avoir un style d'attachement dit évitant est une personne qui va être tout le temps mauvaise dans son couple, changer de partenaire tous les 5 minutes, vraiment être distant, va rejeter. Si la personne elle est bien dans le couple, ça ne se voit pas forcément toujours qu'elle a un attachement dit évitant. Par contre, la dépression, puisqu'elle vient amener beaucoup de difficultés, elle vient mettre en exergue l'attachement, qu'on soit sécure, anxieux ou évitant, ça se voit encore plus. Ainsi, si ton partenaire est dans un attachement évitant, eh bien forcément, il va venir par son côté de je mets de la distance, je ne réponds pas à tes besoins, je ne montre pas ma vulnérabilité, activer peut-être ton côté insécure, anxieux. Et c'est là où chaque silence devient une menace, chaque distance est perçue comme un rejet, chaque changement te fait croire que tu vas être abandonné. Et donc du coup, forcément, ça change la dynamique de la relation et on n'est plus du tout concentré, on est concentré sur le fait que t'es dépressif, mais peut-être que moi, j'ai aussi ma manière d'être en couple qui vraiment aussi active les problèmes. Alors, je t'entends me dire, Manuela, t'es gentille, hein, mais moi, je suis toujours présente. Mon partenaire, il s'est barré de la maison, il m'a laissé tomber, c'est notre anniversaire de mariage et il s'en fout. Ça, je peux être tous les anxieux que tu veux, il fait n'importe quoi. C'est vrai. On est entièrement d'accord. Mais la réalité ici, c'est que quelquefois, on met de côté nos propres réactions, notre propre manière d'être. Par exemple, moi, j'ai un attachement dit insécure, évitant. Je suis une évitante. Mais quand je suis en couple et que j'ai vu mon partenaire quelquefois avoir des comportements qui ont l'air d'une dépression, ben, j'ai eu mes réactions aussi d'évitante forcément de lui foncer dedans, d'être dure, de pas être douce, etc. Voilà, j'avais tellement peur que j'ai pas forcément eu les bons comportements. C'est intéressant aussi quelquefois de les prendre en compte. Parce que dans la situation qui est tellement complexe, si on s'écoute, on voit aussi que nous, des fois, avec la situation, ça vient exacerber nos peurs, ça nous permet en fait d'éviter de tomber dans le piège tout simplement de la relation, surtout si on a un attachement anxieux évitant. Par exemple, c'est quoi les pièges? Eh bien, on sait très bien qu'une personne qui va avoir un style d'attachement évitant va avoir du mal à montrer sa vulnérabilité, va avoir du mal à parler en fait tout simplement d'elle-même, de ce qu'elle ressent et de comment est-ce qu'elle voit les choses en fait tout simplement. Une personne qui va avoir un style d'attachement évitant, c'est quelqu'un qui va pas forcément toujours parler de ses problèmes, qui aura besoin de distance. Et donc, quand je sais que mon partenaire a besoin de distance, quand je sais que mon partenaire a besoin d'espace, ben, je vais pas forcément toujours tout mettre sur le problème de couple ou la dépression. Ça peut être aussi autre chose. C'est surtout pour cet aspect-là qui est important. La dépression n'explique pas forcément tout et n'est pas la raison non plus de tout. Elle donne des explications. Elle n'est pas la seule source. Alors du coup, quand toi, tu te retrouves face à ton style d'attachement anxieux ou ton partenaire ne te rassure pas, eh bien c'est intéressant de bien voir son côté évitant, de le voir dans son fonctionnement. Par exemple, un évitant devient bien plus silencieux, fuit les conversations, donne pas forcément de nouvelles, même si on est sous le même toit. On a aussi parce qu'il va fuir les émotions intenses, il va pas parler de ce qu'il ressent, ni de ses pensées. Donc du coup, au lieu de poser la question de comment ça va, bah, il répondra j'ai pas envie de te parler, par exemple. Il peut paraître froid, distant, comme s'il ne tenait plus à la relation. Il peut poser un petit peu, il fuit les câlins, les conversations profondes, etc. Il va s'isoler. Tous ces comportements-là, tu as besoin de les voir et de voir aussi comment ils vont s'impacter en toi. Si tu arrives tout simplement à les gérer grâce à ce qu'on appelle la régulation émotionnelle, grâce à l'indépendance émotionnelle, eh bien ce sera parfait pour toi. Par exemple, en continuant sur ce sujet, quand on a un partenaire en dépression qui ne nous aime, qui a l'impression qu'il ne nous aime plus, eh bien, il est important pour nous, quand on peut avoir un style d'attachement insécure, anxieux, ou même parce que ça nous stresse, hein, c'est aussi intéressant de développer l'indépendance émotionnelle. L'indépendance émotionnelle, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est notre capacité à pouvoir rester émotionnellement stable en fonction de quoi qui se passe en face de nous. Que ce soit notre partenaire en dépression qui parle de séparation, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de réaction, mais que notre manière de gérer nos émotions ne vont pas être impactées par son comportement. Ainsi, ça permet d'éviter, en fait, face à quelqu'un qui a un côté dépressif, de paniquer et que l'autre dit tu vois, tu paniques, donc on devrait se séparer. Tu vois, ce côté un peu caractéristique des dépressifs, eux, voilà, ils sont pas calmes, hein, ces gens-là. Et en fait, si toi, tu apprends à te réguler, eh bien, ça va te permettre de t'apaiser parce que d'une certaine manière, il faut être prêt. Un dépressif, ça sort des dingueries.
Ça sort des dingueries. Je sais pas si je t'aime, dinguerie numéro un. Est-ce qu'on devrait se séparer? Dinguerie numéro 2. Franchement, vaut mieux qu'on je fasse chambre à part. Dinguerie numéro 3. Donc, quand on apprend à se réguler, ça nous permet d'être calme et de ne pas forcément tout de suite réagir de la mauvaise façon. Ça permet de faire une pause, de pouvoir respirer un bon coup, de recentrer sur soi et ensuite de voir comment réagir. Parce que souvent le dépressif nous met tellement à cran que nos réactions, bien forcément, vont valider un peu ce qu'il est en train de dire et valider son désir de partir. Ainsi, par exemple, si tu te régules, eh bien, tu sauras plus facilement gérer la situation. La régulation émotionnelle, tu peux l'utiliser à travers la première étape qui est la cohérence cardiaque. Tu peux trouver plein de vidéos sur YouTube sur comment faire la cohérence cardiaque. Parce que ça te permet d'activer ce qu'on appelle ton système parasympathique. C'est ton système, on va dire, naturel qui va te permettre, en fait, de revenir à un état de calme et d'éviter, en fait, de prendre tout simplement une grosse pression. Par exemple, si tu fais de la cohérence cardiaque, ça va t'éviter en fait tout simplement de te mettre dans la conversation compliquée si tu es activé. Par exemple, ta moitié te dit oui, de toute façon c'est fini entre nous, etc. Et toi, tu te retrouves à lancer une conversation de couple à minuit en demandant à ton conjoint mais tu devrais m'aimer même si je suis un poulpe. On sait que ça ne sert absolument à rien, c'est pas le moment. Le fait de se réguler, ça permet en fait de pouvoir se dire bon ben voilà, c'est pas le moment. Ainsi, ça permet de réévaluer la situation. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'a dit mon partenaire? Qu'est-ce que je peux travailler? Et du coup, d'être actif, d'être aussi dans la capacité d'écouter les mots. Parce que, est-ce qu'il a vraiment dit je ne t'aime plus ou je ne ressens plus rien en ce moment? Car la nuance change tout. En fait, ce travail de l'indépendance émotionnelle qui permet en fait de rester stable et de pouvoir prendre une décision avec toutes nos capacités et d'aider le dépressif, notre partenaire, à voir la situation réelle est un travail qui est vraiment très important. C'est d'ailleurs le travail que je fais avec les personnes que j'accompagne au quotidien face à la dépression de leur partenaire. L'accompagnement sur l'indépendance émotionnelle est un accompagnement qui est assez court, aux alentours de 3-4 séances, qui permet en fait tout simplement d'acquérir une connaissance. Alors, si tu souhaites peut-être apprendre à avoir l'indépendance émotionnelle pour garder un couple plus fort, pour ne pas être tout simplement démuni face au comportement de ton conjoint, ne pas te laisser ton côté insécure, anxieux prendre tout l'espace et pouvoir en fait avoir du répondant avec ton partenaire et te sentir en stabilité pour te battre pour ton couple, viens donc réserver un appel découverte avec moi. Vraiment, une fois que tu auras appris l'indépendance émotionnelle, tu seras bien plus apaisé et d'une certaine manière bien plus efficace. Tu seras plus stable et plus du tout une éponge émotionnelle. Tu vas pouvoir en fait rester connecté à ton partenaire même s'il peut te faire des fois mal. Tu pourras aussi apprendre à ne pas t'oublier en respectant tes propres limites, en mettant un cadre à ton partenaire. On ne doit pas tout accepter sous couvert de dépression. Tu ne vas plus essayer en fait de convaincre ou de forcer l'autre. Tu auras tout simplement une conversation avec lui bien plus naturelle et tu pourras lâcher bien plus prise par rapport à la situation. Tu vas donc apprendre tout simplement à te rassurer intérieurement, à te sécuriser pour mieux gérer tes peurs, tes doutes et surtout ton anxiété qui te met beaucoup de stress par rapport tout simplement à la relation. Pour apprendre à faire tout ça, réserve un appel découverte avec moi. Le lien est dans les notes de cet épisode. Sache que tu ne me dérangeras jamais. Comme je l'ai dit, c'est un accompagnement qui peut être assez court et assez efficace. Donc franchement, si tu souhaites l'utiliser, n'hésite surtout pas. Alors maintenant qu'on a vu en fait ce travail que toi tu dois faire pour pouvoir réussir à gérer au mieux la situation, maintenant comment est-ce qu'on fait la distinction entre le fait que c'est la dépression et les problèmes de notre couple? Comme moi j'aime beaucoup dire, un dépressif, il peut toujours aimer, mais ce qui est important c'est de faire en sorte qu'il ait aussi un foyer qui va activer tout simplement son amour. Ainsi, quand la dépression, elle va apporter des difficultés, ce qui peut être intéressant pour toi, c'est de t'asseoir et de régler vos problèmes. Vos problèmes de communication, vos problèmes de gestion des enfants, vos problèmes de distance dans la relation, le fait que vous êtes une jeune relation, apprendre à s'apaiser, etc. Parce que c'est là où c'est vraiment important. Vous devez réussir à traiter tous vos problèmes de couple. Pour cela, il faut être attentif aux reproches. Alors, je sais qu'il y en a qui vont me dire, mais Manuela, mon partenaire n'a pas de reproches à me faire. Alors c'est vrai, mais des fois on pose la question, est-ce que tu aimerais que certaines choses soient faites différemment? En fait, vraiment en ayant la possibilité de sonder la personne, c'est important. Et si elle dit, je te l'ai déjà dit, c'est bien d'aller chercher un petit peu sa mémoire pour essayer de comprendre ce qui ne va pas.
Bien sûr, c'est intéressant aussi de pouvoir vraiment travailler sur la communication pour pouvoir vraiment réussir à bien comprendre ce que veut la moitié. Donc ça veut dire qu'on parlera peut-être pas qu'une fois, peut-être plusieurs fois, peut-être qu'on ne sera pas: «Viens, assis-toi, faut qu'on ait une conversation profonde», mais une conversation légère qui va pouvoir réussir à voir en fait correctement si, les problèmes de la relation. Ensuite, ce qui peut être aussi intéressant, c'est d'observer le partenaire. Est-ce qu'il y a encore de l'attachement malgré l'épuisement? Est-ce que ton partenaire parle encore de vous deux? Est-ce qu'il parle d'avenir? Ou est-ce qu'il est fermé à l'idée de tout projet? Est-ce qu'il regarde un petit peu la relation? Est-ce qu'il a envie de la garder? Je sais que moi, j'aime bien utiliser l'expression suivante. Quelquefois, certains de mes dépressifs, je trouve qu'ils ressemblent à dans un tandem, ils ont un petit peu arrêté de pédaler, mais ils sont toujours sur le tandem et c'est le conjoint qui va bien, qui roule un peu beaucoup. Quand on sent en fait que de tout simplement que la relation, elle continue, eh bien, c'est intéressant de faire en sorte de régler les problèmes et aller de l'avant. Et si on voit que la relation a des problèmes, eh bien, c'est intéressant de s'asseoir, d'écouter le conjoint et de pouvoir réussir à les traiter. Attention à ne pas dire que la dépression, elle ne fait que amener des problèmes dans le couple, hein, que tout ça n'était pas là avant. Quelquefois, c'était là avant. Mais nous, on ne trouve pas forcément que c'est problématique. Alors, c'est vrai que quand on a défini un petit peu tout ça et qu'on règle les problèmes, la relation peut repartir. Et ça permet vraiment d'avancer. Dans certains cas, ça peut être un petit peu compliqué où le partenaire ne veut pas du tout relancer la relation. Ce sera avec un peu de persévérance. Mais si vraiment le conjoint en dépression met beaucoup de distance, refuse, est trop bien avec ses potes qu'avec toi, vraiment n'a pas du tout un comportement de construction, peut-être qu'il ne faut mieux pas rester dans une relation où on est humilié, où c'est trop compliqué, si l'autre n'a vraiment pas le désir de faire le moindre effort. Quelquefois, c'est aussi important de prendre des décisions pour soi et de savoir qu'est-ce qui est bon pour nous. Nous ne sommes pas là pour dire, moi je ne suis pas là pour dire aux personnes, restez, partez, ça ne me regarde pas, c'est votre choix et votre vie privée. Mais ce qui est important, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on reste ou pourquoi est-ce qu'on veut partir et de pouvoir s'asseoir et de penser à soi. Et dans un monde où tout le monde n'a pas forcément la valeur de l'engagement, parfois ce n'est pas la dépression qui détruit le lien, c'est juste qu'il n'y a pas ou il n'y a plus une vraie volonté de construire à deux de la part d'une personne. Donc la dépression, elle peut avoir vachement bon dos hein, des fois, hein, mais quelquefois c'est aussi intéressant de pouvoir savoir que tu as le droit, toi, de te reconstruire, que tu as le droit de pleurer, que tu as le droit d'être déçu par rapport à la situation, mais le plus important, ce qui est vraiment pour moi libérateur, c'est que tu prennes la décision de ton choix par rapport à toi. Et si tu veux garder la relation malgré tout ce qui se passe, eh bien, c'est intéressant de faire en sorte de se rappeler qu'un couple, eh ben, c'est pas quelque chose qui est en fait mis de côté. Votre relation se doit d'être entretenue, même avec la dépression. La clé, c'est de changer sa manière d'aimer sans s'oublier. D'abord, il est intéressant de se rappeler que la relation sera momentanément déséquilibrée. Ça ne veut pas dire que tu dois tout porter, mais que tu reconnais que ton partenaire, en fait, ne peut pas donner autant qu'en ce moment. Ça te permettra d'une certaine manière d'éviter, par exemple, de chercher des preuves d'amour visibles partout. Quelquefois, on se met des pressions et on met des pressions au conjoint parce on oublie cet aspect-là. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter de faire des choses ensemble, de s'envoyer le petit texto du matin, le texto de bonne nuit si on vit pas ensemble, de se faire un petit resto de temps en temps, un week-end, de passer du temps ensemble, etc. La relation amoureuse, elle doit rester. Et ça, avec des choses simples. Parce que souvent, je vois des couples quand ils viennent me voir, oui, mais je lui ai sorti le grand jeu, etc. Le grand jeu, c'est tout le temps, avec des petits gestes simples. On va regarder un film, on regarde une série, on va cuisiner ensemble, on va faire des choses sans chacun être sur son téléphone. J'ai l'air d'une grand-mère qui dit ça. Mais c'est vrai, les amis. Faisons des choses où nous ne sommes pas chacun dans notre téléphone, mais les yeux dans les yeux, avec une relation bien plus forte. Quand forcément, comme tu as un conjoint en dépression, il faudra aussi, d'une certaine manière, trouver l'équilibre sur ce qui peut être fait, mais c'est aussi important. Pour garder aussi un lien quand l'autre est en dépression, attention, n'oublie jamais que ton sommeil, ton alimentation, ton corps, tes projets, tes proches, toutes ces choses-là, bien ils doivent être des outils pour toi, des outils qui vont te permettre, toi qui es le conjoint aidant, de tenir le coup.
Et puis un point important, on met des limites. Aimer, ça ne veut pas dire disparaître. Et soutenir ne veut pas non plus dire tout excuser. Manu, elle aime bien dire cette phrase. Parce que plus tu pourras réussir à mettre un cadre et des limites, plus votre relation sera saine en fait. Oui, tu peux vraiment garder un couple fort même quand la lumière s'éteint à cause de la dépression. C'est entièrement possible. Forcément, cela va être déséquilibré pendant un certain temps. Tu vas faire beaucoup d'efforts, mais ça va permettre quand même de garder la relation. Pour moi, il est vraiment possible de garder un couple fort malgré l'épreuve de la dépression. Ça demande forcément de bien comprendre toute cette notion de santé mentale, cette notion de dépression dans le couple, de comprendre aussi la place de chacun, de comprendre la réalité de notre couple et de ne pas mettre tout sur le dos de la dépression. Alors si tu as peur que ton partenaire ne t'aime plus, tu as une petite marche à suivre dans l'épisode du jour. On a vu beaucoup de choses pour te permettre sincèrement de ne pas tomber dans ce piège. Alors même si l'amour peut disparaître, que la dépression peut masquer des sentiments, il est important de faire la différence entre un passage à vide émotionnel et une véritable perte d'amour. Ce qui va être aussi intéressant, voire important pour toi, est de savoir que oui, la dépression a un impact sur nous, mais que notre comportement et notre couple peut aussi mettre en évidence des choses qui ne vont pas. On peut avoir par exemple un couple attachement insécure anxieux qui peut prendre le dessus dans la relation, qui peut faire qu'on se met encore plus de stress et d'angoisse, surtout si notre partenaire en dépression est ce qu'on appelle un évitant. Le fait de bien comprendre nos dynamiques de couple, bien comprendre les problématiques de la relation, nous permettra de nous sécuriser et d'éviter de tomber en fait dans des comportements qui ne vont pas aider à ce que la relation reste stable, car le problème du dépressif, c'est que lui, il est instable. Nous, en tant que conjoint aidant, on peut y rester stable. Et ça, c'est grâce à l'indépendance émotionnelle. En effet, cette régulation qui te permet de rester apaisé face à ton anxiété, tes peurs ou n'importe quel comportement que j'appellerais moi une dinguerie de ton partenaire, tout simplement en dépression. Pour cela, tu peux apprendre à réguler tes émotions grâce à la respiration, à éviter les situations complexes et réévaluer la situation quand tu le peux pour éviter de tomber dans les pièges de la dépression. Même si ton partenaire a l'air de mettre de la distance, c'est bien de comprendre ce qui peut alimenter les problèmes de votre couple, les difficultés, le stress, les angoisses, etc. Le fait de comprendre la relation et de travailler sur les choses que ton partenaire peut te reprocher fera que la relation repartira. Même si c'est peut-être des fois difficile à entendre, si la relation n'a pas l'air de repartir, peut-être qu'il est important de penser à toi et de prendre une décision pour toi, pour ta santé mentale. Pour garder le lien dans un couple déséquilibré, c'est important de se rappeler que l'objectif est que chacun puisse donner ce qu'il a à donner, de faire des choses en couple à deux de manière régulière et de mettre des limites qui sont saines. Vraiment, j'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'aura plu, t'aura vraiment aidé. Si tu es perdu, que tu ne sais jamais quoi faire avec ton partenaire, n'hésite pas à m'envoyer un email à l'adresse contact@mydailypression.com. Tu ne me dérangeras jamais. J'aime beaucoup discuter avec les personnes qui souffrent de la maladie de leur partenaire et du coup, ça me permet vraiment de pouvoir t'aider au plus profond. Le podcast est un avant-goût de ce que je peux te partager en accompagnement. Alors, si tu le souhaites, n'hésite jamais à réserver un appel découverte avec moi. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode de podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, qu'il t'a aidé face à ce que tu rencontres comme difficulté. Et moi, je te dis à la semaine prochaine, chers proches, pour un nouvel épisode. Ciao!